sur une chanson de Woody Guthrie, This Land is Your Land, datant de 1940, probablement la chanson la plus connue de tous les Américains. Vous allez voir les cartes de notre voyage. Nous atterrissons à Chicago, et le jour même, nous prenons la route vers l'ouest. Les premiers jours, nous traversons les immenses plaines à céréales de l'Illinois, de l'Iowa et du Nebraska. Puis nous entrons au South Dakota, où nous visitons le parc des Badlands. Puis Rapid City, où nous assistons à un powwow indien. Toujours dans le South Dakota, nous visitons le mont Rushmore, ainsi que le Mammoth Site, un véritable cimetière de mammouths. Nous passons ensuite dans le Wyoming, où nous entrons vraiment dans les Rocky Mountains avec leurs magnifiques paysages de montagne. Cap au sud ensuite, toujours dans les montagnes, nous passons au Colorado, où nous visitons la ville de Leadville, située à plus de 3000 mètres d'altitude. Puis, cap à l'ouest vers Grand Junction, pour aller voir le Colorado National Monument. Après cela, nous croisons la route de notre voyage il y a 2 ans, et descendons plein sud, pour aller voir le fleuve Colorado à l'époustouflante vue du Dead Horse Point. Route vers le sud et retour dans le Colorado et l'état du Nouveau-Mexique, où nous visitons de nombreux anciens sites indiens, et particulièrement Mesa Verde, Chaco Culture et Taos Pueblo, ainsi que la zone de Bisty, un site isolé très pittoresque. Puis, cap au sud à nouveau, où après avoir visité Santa Fe, la capitale de l'État, nous allons voir près de la frontière du Mexique les dunes de gypse de White Sand. Après cela, nous traversons les grandes exploitations d'élevage du Texas, de l'Oklahoma et de l'Arkansas pour retrouver le Mississippi et la ville de Memphis que nous visitons. Puis, remonter de la vallée du Mississippi jusqu'à Saint-Louis, d'où était partie l'expédition de Lewis et Clark en 1804. Enfin, nous rejoignons Chicago, où nous restons quelques jours, avant de faire le tour complet du lac Michigan, en foulant quelques heures le sol du Canada. Les premiers jours, nous traversons sur plus de 1000 km, sur la distance de Bordeaux à Venise, d'immenses exploitations céréalières, exclusivement du maïs et du soja. Octobre est la saison de la récolte du soja. Chaque ferme possède d'énormes silos, et de plus, les villages présentent de véritables concentrations de silos. Et quand il n'y a plus de place dans les silos, on fait des tas en attendant les camions. C'est dans ces immenses plaines que vivaient les bisons, dont les populations indiennes locales tiraient une grande partie de leur subsistance et de leurs vêtements. Les plus basses estimations font état d'au moins 60 millions de bisons en Amérique du Nord en 1830. 60 ans plus tard, en 1890, il n'en restait que 750. Durant ces 60 années, les Indiens ont été dépossédés de leurs terres et on leur a supprimé leurs principales ressources alimentaires en les parquant dans des zones qui n'ont aucun intérêt, ni agricole, ni minier. En remontant vers le nord, les céréales disparaissent peu à peu pour laisser la place à un élevage extensif, c'est-à-dire quelques bovins sur de grandes parcelles. Soudain, surgissant de ces plaines sans relief, nous apparaît une petite formation montagneuse qui sont les restes d'éruptions volcaniques datant de 75 millions d'années.
l'endroit très aride semble lunaire. L'érosion, au cours des siècles, a révélé les strates des différentes couches de lave aux couleurs variées. Cette région ayant fait partie de l'immense mer qui couvrait la plus grande partie du continent américain, on y retrouve donc des fossiles de coquillages et de tortues marines. La mer s'étant retirée il y a 40 millions d'années, la forêt tropicale qui l'a recouverte ensuite a laissé pour les chercheurs une des plus grandes concentrations au monde de fossiles de vertébrés. C'est là que nous apercevons pour la première fois les chiens de prairie. Ils doivent leur nom au cri qu'ils poussent en cas de danger, qui s'apparentent aux aboiements d'un chien. Ce sont en fait des rongeurs qui se nourrissent de graines et d'herbes. Ils ressemblent aux marmottes de nos montagnes, mais en plus petits, et vivent dans des terriers qui sont regroupés en petits villages. En 1974, à Hot Spring, un village du South Dakota, un promoteur faisait des travaux d'aménagement pour réaliser un lotissement. Les pelleteuses mirent à jour des ossements de mammouth. Les chercheurs sont venus ensuite en découvrir en très grande quantité, au même endroit en donnant le pourquoi de cet entassement. Il y a environ 26 000 ans, un puits artésien souterrain a fait s'effondrer la terre qui était au-dessus, réalisant ainsi une sorte d'étang de 50 mètres sur 50 et profond de 20 mètres. Pendant 500 ans, des mammouths et d'autres animaux sont venus boire à ce bassin, mais certains restèrent piégés dans les vases du fond. Ces vases ont enseveli les corps et en durcissant, ont protégé les ossements qu'on découvre aujourd'hui. On a retrouvé sur le site 52 mammouths. Les mammouths avaient 4 molaires, 2 en haut et 2 en bas. Ces molaires se renouvelaient 6 fois dans leur vie, et les mammouths mouraient vers 70-80 ans, ne pouvant plus se nourrir après l'usure des dernières molaires. La plus longue défense trouvée sur le site faisait 3 mètres de long et pèse 67 kg. Situé près de Rapid City, dans le Dakota du Sud, à 1700 mètres d'altitude, les bustes du mont Rushmore, réalisés sur 14 années, de 1927 à 1941, par le sculpteur Gutzon Borglum, et 400 ouvriers, représentent 4 des présidents les plus marquants de l'histoire américaine. De gauche à droite, George Washington, qui représente la fondation, Thomas Jefferson, l'expansion vers l'ouest, Theodore Roosevelt, le progrès, et Abraham Lincoln, la sauvegarde de l'Union.
Le lieu fut rendu célèbre dans le monde entier par le film La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock avec Cary Grant. Tout près, un petit musée montre les moulages qui ont servi au sculpteur pour son œuvre, qui est restée inachevée. Nous repartons en traversant le parc Custer, où les bisons, les cervidés et les ânes sauvages vivent en liberté, sans crainte de l'homme, pour rejoindre dans les magnifiques paysages des Rocky Mountains, l'ancienne cité minière de Leadville. Leadville, située à 3000 mètres d'altitude, dans un grandiose cadre de montagnes qui dépasse les 4000 mètres, est la plus haute ville des États-Unis. Dans les années 1870, on y a découvert de l'argent, puis de l'or, du plomb, du zinc et du cuivre. Elle avait à l'époque 40 000 habitants, alors qu'elle n'en a plus que 3000. Mais elle est restée le symbole des villes minières et a conservé de nombreux bâtiments de son époque glorieuse. Opéras, églises, hôtels et bien sûr de nombreux saloons. De l'eau. Il en faut beaucoup pour l'activité minière. Ici, c'est une mine d'or. Un bâtiment situé à la sortie du tunnel de la mine, et dans ce bâtiment, des machines pour broyer les roches extraites du tunnel. Après concassage et broyage dans ces machines, on obtient un sable aurifère. On sépare le sable de l'or en le faisant passer dans des rampes de lavage comme celle-là. Voilà une méthode plus artisanale, mais qui obtient malgré tout de très bons résultats. Nous quittons les montagnes rocheuses pour faire cap à l'ouest et les paysages somptueux du Colorado National Monument près de Grand Junction, toujours dans l'état du Colorado. Puis, dans l'Utah, le Dead Horse Point, où l'on peut contempler quelques-uns des plus extraordinaires panoramas de tous les États-Unis.
l'intense soleil du Nouveau-Mexique, un lieu très étrange et isolé, loin des circuits touristiques. Un désert aride de plusieurs kilomètres carrés, sans repères et sans chemin. Dans ces collines argileuses, striées de couches de charbon, de schistes et de grès, la nature nous présente toute la palette des couleurs de la Terre. Dans ce décor lunaire, au milieu des ravins et des roches éclatées, l'érosion a créé des houdoux, ces cheminées de fées, qui semblent se dresser comme les gardiens de cette scène silencieuse. Mesa Verde, cette table verdoyante, posée à 2500 mètres d'altitude, entaillée de profonds canyons, domine l'immense plateau qui s'étend sur plusieurs États, le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et l'Utah. Habitée de l'an 550 à 1300 de notre ère, par des agriculteurs cultivant le maïs, les haricots et les courges, leurs seuls animaux étaient les chiens et les énormes dindons. D'abord occupant le sommet de la Mesa dans des maisons d'adobe pendant 600 ans, ils s'installèrent ensuite, comme il y a 7000 ans en Périgord, dans de vastes abris sous roches accrochés le long des parois des canyons. Ces villages, plusieurs centaines recensés, comportaient des habitations, des réserves, des tours, des kivas, et sont alimentés en eau par des résurgences s'écoulant de la couche supérieure calcaire du plateau. Construits en murs de pierre parfaitement maçonnés, ils abritèrent une population estimée entre 25 et 50 000 habitants. Agrandis, modifiés pendant plus d'un siècle, ils furent abandonnés vers 1300, après 25 années de sécheresse, la population émigrant vers l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Les kivas, que l'on retrouve aussi en grand nombre dans les sites de Chaco Culture et d'Aztec, sont des constructions circulaires de 3 à 20 mètres de diamètre, semi-enterrées, soigneusement maçonnées, comportant conduits d'aération, foyers et bancs. On n'en trouve que dans cette civilisation. On n'est pas certain de leur usage. Lieu cérémoniel, de réunion, peut-être aussi pièce à l'abri du froid de l'hiver. La charpente disparue ici, mais dont on verra une reconstitution sur le site d'Aztec, est originale et réalisée selon 2 modèles. Composée de plusieurs couches de rondins superposées, de façon à fermer le sommet à la façon d'un obturateur photo, comme sur la maquette de gauche, ou reposant sur 4 piliers, comme sur celle de droite, l'ensemble était recouvert d'épaisses couches de boue. Les habitations ont fréquemment plusieurs niveaux, réalisés par des rondins de bois sur lesquels reposait un plancher de lattes plus petites, recouvertes elles-mêmes d'un sol de boue séché.
On voit ici la source provenant des infiltrations à travers le plateau, fournissant l'eau indispensable à la vie dans ce milieu. Des pétroglyphes, figurant sur les parois rocheuses de certains canyons, décriraient selon leurs descendants leurs errances depuis leur lieu d'origine, le Grand Canyon du Colorado. Les peuples habitant Mesa Verde, Aztèques et les villages regroupés sous le nom de Chaco Culture, au nord du Nouveau-Mexique, quoique différents, avaient cependant en commun leur méthode d'agriculture, leur conception du monde, étaient des observateurs compétents du ciel et du soleil, et entretenaient des relations commerciales entre eux et avec des peuples éloignés, comme en témoignent des objets et même des traces de chocolat retrouvées sur des débris. L'architecture du site de Chaco Culture, ainsi que de celle d'Aztèques, que nous verrons ensuite, est complexe. Elle témoigne de l'importance de la vie spirituelle et sociale de ces groupes. On sait que ces constructions ont fait l'objet d'un plan d'ensemble, conçu avant la réalisation, et on reste admiratif devant la qualité de la maçonnerie de pierre taillée qui démontre l'habileté des artisans. Ce site, improprement nommé Aztèque, du nom de la bourgade voisine, a été, comme les sites précédents, peuplé par les Indiens Anasasis. Il fut lui aussi abandonné vers la même époque et redécouvert au XIXe siècle. Les Indiens d'Amérique du Nord et Mésoamérique, peuples du Néolithique par le niveau de leur technologie, ne pouvaient subvenir à l'alimentation de grandes populations, et notamment de groupes de non-productifs vivant dans des centres cérémoniels et administratifs, ne connaissant ni le métal ni les chevaux, qui ne furent importés que plus tard par les Espagnols. Leurs descendants sont des Indiens vivant de nos jours dans les États du Sud-Ouest, et leur tradition reste très forte, les manifestations cérémonielles importantes, et parfois d'ailleurs interdites aux Blancs dans certains villages. Au recensement de 2003, la population totale des Native Americans, c'est-à-dire celle d'origine indienne, était de 2 800 000 personnes, soit un peu moins de 1% de la population totale du pays.
cette population vit en grande partie dans des réserves qui lui ont été attribuées sur tout le territoire, principalement dans l'ouest et le centre-ouest, et obtenues après de longues luttes. Elle est très vulnérable et souffre d'une façon disproportionnée d'alcoolisme, de diabète, de tuberculose et de suicide. Taos Pueblo est un village qui fait partie de ces territoires réservés. Les Indiens s'y sont installés 300 ans avant la découverte de l'Amérique et y ont construit ces maisons en pisé de plusieurs étages. À Taos Pueblo, il n'y a ni eau ni électricité et seulement 150 personnes acceptent de vivre dans ces conditions d'inconfort sur les 2000 que compte la communauté. Les autres vivent dans des maisons aux alentours et tous profitent de la manne touristique que représente ce patrimoine architectural. Au cours de ces grandes réunions, auxquelles participent des membres de différentes tribus venus des 4 coins du pays, sont organisés des sortes de concours de danse, de costumes et de tambours. En fin de journée, a lieu un grand défilé de tous les participants. À côté de Taos Pueblo, nous faisons un petit détour pour aller voir le fameux Rio Grande. À cet endroit, il est encore à 2000 mètres d'altitude et a déjà parcouru 1000 km depuis sa source dans les Rocky Mountains. Il lui reste 2000 km à parcourir pour rejoindre le golfe du Mexique, plus au sud, où il constitue la frontière naturelle entre le Texas et le Mexique. L'État du Nouveau-Mexique ne fait partie des États-Unis que depuis 1912, c'est-à-dire 100 ans. Capitale de l'État, Santa Fe, c'est déjà un peu le Mexique. On y sent l'influence espagnole. La ville est organisée autour d'une plaza centrale et l'architecture des bâtiments nous transporte en Andalousie. Regardez le mouvement de la tête de cette vache, il ressemble au mouvement des pompes des puits de pétrole que l'on voit partout aux alentours. Albuquerque, par contre, s'est très américanisé et n'a conservé qu'un tout petit centre ancien, loin de la ville moderne. À côté de la ville a été préservé un site où l'on peut voir des milliers de pétroglyphes gravés au fil des siècles.
quelques kilomètres de la frontière mexicaine, se trouve le plus grand désert de gypse au monde. Déposé au fond d'une lagune il y a 250 millions d'années, ce gypse minéral ne se trouve pas en général à l'état de sable, car il est soluble dans l'eau. Ce bassin, entouré de montagnes, constitue une sorte de piège, au peu d'eau de ruissellement tombant sur les montagnes des alentours et qui en dissolvent le gypse, le déposant dans ce bassin, qui ne se déverse nulle part et est soumis à une intense évaporation. Malgré l'aridité extrême de ce désert, on y rencontre des lézards et des scarabées, mais aussi des renards et des coyotes, ainsi que l'oiseau roadrunner, le fameux bip-bip des dessins animés. D'ailleurs, nous avons rencontré sur le bord de la route un coyote qui essayait d'attraper un bip-bip avec de la glu. Après une nuit passée à proximité de l'endroit où fut mise au point et testée la première bombe atomique en 1945, nous roulons pendant des heures à travers ces paysages désertiques du Nouveau-Mexique pour rejoindre le Texas. Le Texas. Tout le noir que vous voyez sur des kilomètres, ce sont des bovins. Du bétail par dizaines de milliers de têtes, avec au centre des silos de nourriture approvisionnés par une ronde de camions. C'est le pays de la viande hachée pour les McDonald's et autres restaurants de qualité. À côté sont installées les usines avec abattoirs et centres d'emballage. Il se vend chaque jour 55 millions de hamburgers aux États-Unis, soit 200 milliards par an. Impossible donc de couvrir le pays avec des prés à vaches. Ils ont donc, comme on peut le voir, complètement industrialisé la production de viande. Puis, c'est l'Arkansas. Ici, les vaches ont retrouvé les prés comme chez nous. D'ailleurs, nous passons par Paris. Voilà la banlieue et le centre-ville. À Memphis, nous retrouvons le Mississippi. Memphis est un grand centre industriel et une ville portuaire. Son centre-ville est très agréable et très vivant. Pour les amateurs de rock, Memphis, c'est la ville qui a vu grandir Elvis Presley. Il y est mort en 1977 dans sa somptueuse demeure de Graceland, qui est devenue un véritable lieu de pèlerinage. Mais pour le monde entier, Memphis, c'est le berceau du blues. C'est la ville de B.B. King, de Memphis Slim, de John Lee Hooker, de Booker T, mais aussi d'Aretha Franklin, de Johnny Cash et de George Coleman. Aussi, la rue la plus célèbre de la ville est Beale Street.
C'est là que se rassemblent tous les bars où on joue de la musique. Et tous les jours, l'animation y commence doucement en début d'après-midi, pour finir par la foule en fin de soirée. Remontée de la vallée du Mississippi, de Memphis à Saint-Louis, parmi les immenses champs de coton et de soja. Saint-Louis possède une remarquable cathédrale, très récente puisqu'il fut achevé en 1914. De style byzantin, elle contient 8000 m² de splendides et riches mosaïques. Consacrées à Saint Louis, roi de France, les mosaïques du narthex retracent les épisodes célèbres de la vie du roi. Vu des collines qui bordent sa rive droite, on peut juger de l'étendue de la vallée de ce fleuve qui paraît tranquille, avec ses îles et ses méandres, dont certains abandonnés, qu'on appelle les bayous. Formée de riches dépôts alluviaux, cette plaine est l'une des plus fertiles des États-Unis. Et c'est aussi actuellement une importante voie navigable par laquelle transitaient dès le XIXe siècle les célèbres bateaux à aubes. Le problème de ce fleuve est qu'il n'a pas de pente, et s'écoule donc très lentement, occasionnant des crues biannuelles qui sont parfois terribles et destructrices. On a donc cessé d'essayer de le réguler pour maintenir une hauteur d'eau suffisante pour les barges en construisant des barrages avec écluses, les Locks and Dams, 43 sur l'ensemble du fleuve, comme celle que vous voyez.
Mais lors des inondations, on ouvre les barrages en grand pour faciliter l'écoulement. Malgré cela, les crues sont redoutées et les villes se protègent par des murs de plusieurs mètres de haut avec d'énormes portes hydrauliques.
conseil de Bernadette et Michel qui y étaient allés, nous passons la dernière soirée au Buddy Guy Legend, le bar-restaurant de Buddy Guy, en plein centre de Chicago. Buddy Guy est considéré comme une légende du blues. Il a joué avec les plus grands, B.B. King, Eric Clapton, les Rolling Stones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Carlos Santana et j'en passe. Il a passé en vedette dans les plus grands festivals comme Toronto, Montreux ou Juan-les-Pins. Tous les soirs, après d'excellents groupes, il joue quelques morceaux dans son restaurant très convivial où nous avons aussi très bien mangé. Then you wouldn't be out drowning on dry land. You ain't heard shit yet. You hear what your mother told you. My mother told me. Il nous reste un peu plus de 2 jours, nous les passons à faire le tour du lac Michigan. Grand comme les régions Bretagne et Pays de Loire réunis, le lac Michigan est entièrement en territoire américain, alors que les 4 autres lacs sont partagés avec le Canada. Ses eaux sont très claires et poissonneuses. La moitié sud est très industrialisée, alors que ses rives nord et est sont occupées par des endroits sauvages et des stations touristiques, avec plages, marinas et résidences secondaires. Voici une station balnéaire. En effet, en été, les eaux du lac, en bordure bien sûr, atteignent fréquemment les 24-25 degrés pendant la journée. Même si, lorsqu'il vient du mauvais temps, elles baissent très vite vers les 15 degrés. L'hiver, le lac gèle, et on y a vu des températures de moins 36 degrés. Le nord vers le lac supérieur est très sauvage. Partout la nature est propre et protégée. Il faut faire très attention sur les routes, car de très nombreuses biches ou des cerfs traversent devant notre voiture. Ici, ce sont les belles plages de sable blanc du lac supérieur. Nous voici à la frontière du Canada. Ici, le lac supérieur se jette dans le lac Huron. Mais comme il est plus haut de 6 mètres, on a construit des écluses pour faire passer des bateaux dans les deux sens, ainsi qu'une centrale hydraulique. Vu du pont qui sépare les USA du Canada, on peut voir ce qui reste des rapides qui existaient avant la construction des écluses et de la centrale. Cet endroit fut découvert par des Français qui faisaient commerce de peau avec les Indiens qui vivaient ici. Ils s'y sont installés. Le nom français de Sault-Sainte-Marie est resté, et de nombreux villages portent ici des noms français. Lors de leur découverte par les Français, ces rapides entre le lac supérieur et le lac Huron faisaient près de 2 km de large. On imagine ce que l'endroit avait de féerique. De l'époque, il ne reste que les castors qui assemblent ces petits barrages.
Thank